Quand on parle d'esclavage, on a souvent une image bien précise en tête. Mais il y a toute une partie de cette histoire qui reste, dans l'ombre, comme cachée sous le sable du désert. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une histoire de servitude qui a duré 13 siècles et dont les chaînes, même si elles ont été brisées, pèsent encore très, très lourdement sur le présent. Voilà une phrase qui frappe, n'est-ce pas? Comme si le sable du désert avait aussi enseveli les mémoires. C'est une image incroyablement puissante, et ça résume parfaitement le silence qui entoure la traite transsaharienne. C'est une histoire qui a été comme effacée de notre mémoire collective. Alors, de quelle ampleur parle-t-on? Les chiffres, ils donnent le vertige. On estime entre 6 et 10 millions de vies, 6 à 10 millions de personnes arrachées à leur terre, à leur famille. Et attention, ce chiffre, qui est déjà absolument colossal, il ne prend même pas en compte tous ceux qui sont morts pendant leur capture ou durant cette terrible, terrible traversée du désert. Alors, première partie, une traite oubliée de 13 siècles. On va commencer par ça, par essayer de comprendre l'ampleur de cette traite, de ce commerce. C'est un réseau qui non seulement est arrivé avant la traite transatlantique, mais qui a duré bien plus longtemps. Regardez-moi ce graphique. Là, on voit les choses très clairement. D'un côté, la traite transatlantique, environ 4 siècles. De l'autre, la traite transsaharienne, 13 siècles. 13! C'est plus de 3 fois plus long. Il faut vraiment prendre un moment pour réaliser ce que ça veut dire, l'impact d'un système comme ça, qui dure sur des générations et qui a façonné les sociétés de manière extrêmement profonde. Ok, donc en quoi ça consistait ce commerce? Imaginez ces immenses caravanes qui traversent le Sahara. Elles transportaient de l'or, du sel, des tissus précieux, des épices, et au milieu de tout ça, des êtres humains. Les personnes capturées étaient traitées exactement comme une marchandise, une simple unité de compte. Elles passaient par des villes oasis qui étaient de véritables plaques tournantes de ce trafic, comme Agadez ou Ghat. Bon, maintenant qu'on a posé le cadre général, on va zoomer sur un cas très concret pour voir comment ça s'est passé sur le terrain, direction la Tunisie. On va voir son parcours vers l'abolition et ce fut tout sauf simple. Une vraie lutte, un chemin semé d'embûches qui a mené à une liberté, disons, très hésitante. Cette chronologie, elle nous dit quelque chose de crucial. L'abolition, ça n'a pas été un événement unique, un interrupteur qu'on bascule sur œuf. Non, pas du tout. C'était un processus, un combat. La preuve, il a fallu un deuxième décret en 1890. On est presque 50 ans après le premier. Ça montre à quel point l'esclavage était profondément, viscéralement ancré dans la société. Alors la question c'est pourquoi? Pourquoi ces lois ont eu si peu d'effet dans la réalité? Eh bien la réponse est assez simple et tragique. La liberté sur le papier, ça ne suffit pas. C'était une sorte de fausse liberté. Sans argent, sans toit, sans aucune ressource, qu'est-ce que ces personnes fraîchement affranchies pouvaient faire? Elles n'avaient souvent pas d'autre choix que de rester dépendantes de leurs anciens maîtres, complètement piégées. Et c'est là qu'on arrive vraiment au cœur du sujet. Parce que l'esclavage, quand il a été officiellement interdit, il n'a pas juste disparu. Pof. Non, il a muté, il s'est transformé en de nouvelles formes de servitude, qui étaient au final tout aussi contraignantes. Prenons la première de ces nouvelles formes, les mrubines. Alors, sur le papier, c'était des enfants de familles très pauvres qui étaient confiés à des foyers plus riches. Le mot lui-même veut dire élever ou adopter, mais dans la réalité, c'était bien différent. Ces enfants devenaient des domestiques non payés jusqu'à leur mariage. Et le plus parlant, c'est que cette pratique a explosé juste après l'abolition officielle. Ensuite, il y a un autre système, le kamesat. À l'origine, c'est un très vieux système de métaillage, mais après l'abolition, il s'est transformé en un piège absolument redoutable. Et il visait qui? Presque exclusivement les descendants d'esclaves. Le principe était d'une simplicité et d'une cruauté incroyables. On piège les travailleurs dans un cycle de dette sans fin, et comme ça, on s'assure d'avoir une main-d'œuvre à vie. Alors comment est-ce que ce piège fonctionnait concrètement? C'est un engrenage. Étape 1, le travailleur reçoit une avance, la sarmia, pour survivre. Étape 2, il travaille la terre toute la saison, un labeur épuisant. Étape 3, à la récolte, on déduit l'avance. Étape 4, il reçoit ce qui reste, c'est-à-dire une toute petite fraction, souvent juste un cinquième. Et donc étape 5, il se retrouve avec presque rien et il est obligé de demander une autre avance pour l'année d'après. Et voilà, le cycle infernal est bouclé. La dépendance est totale. Et quand on plonge dans les archives de l'époque, la souffrance humaine est palpable. On a des témoignages de travailleurs qui écrivent, noir sur blanc, qui se sont traités comme l'esclave que l'on possède. Les mots ne trompent pas. On parlait même d'acheter un cammes. La frontière entre un travailleur et un esclave, elle avait tout simplement disparu. Et enfin, il y avait une troisième forme de lien, le wala, qu'on pourrait traduire par patronage. L'idée, c'est que même après avoir été affranchis, les anciens esclaves et, attention, leurs descendants restaient liés à la famille de l'ancien maître. Ce n'était plus une chaîne légale, ce n'était plus de la propriété, c'était une chaîne sociale,
invisibles, mais tout aussi solides, transmises de génération en génération. Ok, on a vu les systèmes. Maintenant, analysons un peu leur héritage. Parce que c'est là qu'on touche un point absolument crucial. La différence entre être la propriété de quelqu'un et avoir une obligation perpétuelle envers quelqu'un. Et cette comparaison résume tout parfaitement. D'un côté, l'esclavage. Une personne est légalement une marchandise, un bien. On peut l'acheter, la vendre. C'est un statut juridique. De l'autre côté, la servitude. Là, la personne est légalement libre, entre guillemets, mais en réalité, elle est pieds et poings liés par la dette, par la coutume, par le patronage. Le contrôle n'est plus juridique, il est devenu social et économique. Et c'est toute la différence. Et il ne faut pas croire que tout ça, c'est de l'histoire ancienne, des choses qui n'existent plus. Pas du tout. En Tunisie, aujourd'hui encore, les traces de ce passé servile sont partout, dans le quotidien. Par exemple, des descendants de maîtres et d'esclaves qui portent le même nom de famille. Ou l'utilisation de mots comme Sidi, mon maître, ou Lella, ma maîtresse. C'est ce que l'auteur Inès Merad Dali appelle un racisme ordinaire, un héritage invisible, oui, mais terriblement réel. Alors, on a beaucoup parlé de la Tunisie, mais il est temps de dézoomer un peu. Parce que ces schémas, ils ne sont malheureusement pas uniques à ce pays. On trouve des parallèles, et parfois des parallèles assez alarmants, dans le monde d'aujourd'hui. Cet héritage, qu'on peut qualifier de toxique, il dépasse largement les frontières de la Tunisie. Quand on regarde dans toute la région du Sahel, on retrouve des groupes entiers, comme les Haratines en Mauritanie, les Bellas au Mali et au Niger. Ces populations sont encore vues comme des castes de descendants d'esclaves. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'encore aujourd'hui, ils subissent une stigmatisation et une marginalisation très forte. Et parfois, l'histoire n'est pas juste un écho lointain. Parfois, elle se répète de la manière la plus brutale qui soit. Le chaos qui a suivi la chute du régime en Libye a vu quelque chose d'impensable réapparaître. Des marchés d'esclaves, à ciel ouvert, sur les mêmes routes que la traite d'autrefois. Des migrants subsahariens y sont vendus aux enchères. C'est un retour terrifiant, absolument glaçant, à un passé qu'on pensait pour toujours révolu. Ce qui nous laisse avec une question. Une question de fond, vraiment. Quand les chaînes ne sont pas faites de fer, mais qu'elles sont tissées dans la dette, dans les traditions, dans les relations sociales, est-ce qu'une simple loi peut suffire à rendre la liberté? Est-ce que le droit, seul, peut vraiment libérer quelqu'un de ces liens invisibles?